88 527 0916. On est avec Marie-Ève Doyon, qui est notre chroniqueuse politique provinciale, qui a son petit fan club sur Facebook, en tout cas sur la page de Québec Réveil, et qui a ses entrées au Parlement, parce qu'elle connaît pas mal tout le monde. Bon, j'essaie, en tout cas. J'essaie de garder, puis on a des amis dans tous les partis politiques. Oui, très important. On va parler de certains sujets qui ont marqué l'actualité politique cette semaine. Tu voulais d'abord commencer par nous parler de cette annonce qui est survenue hier. On apprenait que le gouvernement Legault allait faire appel devant la Cour suprême de l'obligation qui lui est imposée par les tribunaux de première instance. 2 tribunaux de première instance. La Cour d'appel puis la Cour supérieure, je présume, d'admettre donc dans le programme de garderie subventionné les enfants de demandeurs d'asile. Oui. Puis ça, c'est toute la question de l'universalité qui nous revient. On le sait, là, depuis quelques semaines, c'est extrêmement populaire de manger du réfugié, de manger du demandeur d'asile. Si tout va mal au Québec, ne cherchez pas plus loin, c'est la faute des demandeurs d'asile. Si les classes explosent, si on doit ouvrir des nouvelles classes d'adaptation ou d'accueil, c'est à cause des demandeurs d'asile. Et pourquoi? Parce que le gouvernement Trudeau en accepte trop, et trop d'entre eux se retrouvent au Québec, qui accueillent à peu près 55% des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada, alors que le Québec représente 22% de la population canadienne. Grand cri, grande crise. Et là, ce qu'on dit, c'est les demandeurs d'asile ne devraient pas avoir le droit d'envoyer leur enfant dans soit un CPE, soit une garderie privée subventionnée. Ils devraient soit garder leurs enfants à la maison, parce qu'on le sait de toute façon, les ministres l'ont déjà dit dans le passé, ils travaillent pas puis ils s'intègrent pas, et ils devraient aussi payer s'ils le veulent pour faire garder leurs enfants. C'est grosso modo ce que le gouvernement nous dit, ce qui est tout à fait scandaleux. Scandaleux pourquoi? Ben parce que les services de garde à l'enfance, c'est exactement la même chose que les services de santé, que les services d'éducation au primaire et au secondaire. C'est des services qui normalement devraient être gratuits ou accessibles de manière universelle. Autre question qu'on doit se poser dans ce cas-là, si les réfugiés ou demandeurs d'asile ne peuvent pas envoyer leur enfant à la garderie, comment est-ce qu'ils font pour occuper un emploi, gagner de l'argent et cesser de coûter de l'argent au gouvernement? Et s'intégrer aussi. Ben, s'intégrer, apprendre la langue, mais ces petits-enfants-là qui arrivent ici, parce que la garderie, là, c'est 5 ans et moins. Ces enfants-là qui arrivent ici, qui ont été déracinés, qui ont souvent plus d'oncles, de tantes qui sont avec eux parce qu'ils sont venus avec les 2 parents ou un seul parent. Et comment est-ce qu'on fait pour les socialiser? Maman, souvent, qui est à la maison, parce que si elle est seule, c'est elle qui s'occupe de son enfant. Si elle est avec un conjoint ou une conjointe, évidemment, ben il y en a au moins un des deux, puis c'est souvent la femme qui va rester à la maison. Elle, comment elle fait pour apprendre le français? Elle, comment elle fait pour s'intégrer à la société? Puis comment elle fait pour enseigner une langue qu'elle ne connaît souvent pas à son enfant? Comment elle fait pour qu'il se fasse des amis alors qu'elle ne parle pas la langue et qu'elle n'est même pas en emploi? Les services de garde à l'enfance. Moi, j'ai été, il y a de nombreuses années, une attachée politique responsable de ce dossier-là, à l'époque où le gouvernement Charest annonçait 18 000 places en service de garde et disait « Nous allons faire grandir le réseau ». Puis là, on annonçait des places qui ne se concrétisaient que 2, 3, 4 ans plus tard. Parce que quand les ministres de la Famille nous disent on a débloqué des places ou on a accordé des places, encore faut-il que ces places-là, elles se réalisent. Et souvent, ça va être dézoner un terrain, commencer à construire une bâtisse, débloquer tous les prêts nécessaires. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, même si on nous fait croire que c'est fait quand on octroie la place. Puis quand on nous dit on a octroyé des places dans une garderie existante, mais encore, est-ce qu'il y a une dame ou un homme pour venir s'occuper d'une classe complète? Est-ce qu'il y a l'espace pour loger une classe? Une garderie qui demande des nouveaux permis ou une augmentation de ces permis dans un CPE notamment, ben ils doivent quand même avoir un nouveau local, il doit être équipé, ils doivent avoir du personnel. Puis on le sait, il y a un manque criant de personnel dans les services de garde. Alors, le nombre de places ouvertes n'est pas toujours proportionnel au nombre de places accordées ou promise. Souvent, il faut regarder quand est-ce que cette place-là est réellement occupée par un enfant. Et moi, ce que je disais à la ministre de l'époque, c'était, ben, il manque de place. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est pas nouveau, là. Ça, c'était il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et ce que la ministre me disait, c'est, ben oui, mais on en fait des nouvelles places. Je disais, mais pourquoi à ce moment-là, un couple, 250 000 $ par année,
2 enfants, ils ont le droit d'envoyer leur enfant dans une place à 8,75 $. À l'époque, c'était des garderies à 5 $ ou à 7,25 $. Pourquoi ils ont le droit alors qu'il y a des gens qui arrachent les dernières scènes à chaque mois pour essayer de payer leur loyer? Eux, ils doivent être confrontés à trouver une voisine, un milieu plus ou moins structuré, ou encore à payer, à cette époque-là, c'était une quarantaine de dollars par jour. Aujourd'hui, c'est plus 50, 60 $ par jour, une garderie privée. Par jour. Ça, c'est 250 $ par semaine. Ouais. C'est 1000 pièces par mois, alors que les gens, ils grappillent pour des 1 $, 2 $, 3 $ à la fin du mois pour arriver. Alors, si on veut Mais remettre en c'était quoi ton question... message? Ben, C'était de- ma question, c'était celle de l'universalité. Tant et aussi longtemps que le réseau n'est pas complet et à pleine capacité, pourquoi à ce moment-là, est-ce qu'on n'octroie pas les places à ceux qui en ont le plus besoin? Et entre toi et moi, je considère qu'un enfant qui ne parle ni notre langue et qui n'a aucun réseau social, c'est exactement la même chose qu'un enfant d'une personne qui est sur l'aide de dernier recours. Parce que c'était ça. Avant d'être les réfugiés, notre problème au Québec, là, c'était ce qu'on appelait les BS. Les BS, ils travaillaient pas, on payait pour eux autres, c'était des lâches puis des paresseux, puis ils faisaient juste fumer devant leur TV en couleur en buvant des grosses bières en spécial. C'était ça, au Québec, notre problème. Puis on disait, c'est pas vrai qu'ils sont inaptes, qu'ils aillent travailler. Ce qu'on nous dit maintenant, c'est ça, c'est un problème, là. Mais là, on fait rentrer plein d'autres BS qui vont fumer devant leur TV parce qu'on leur donne pas de permis de travail, puis on appelle ça des réfugiés puis des demandeurs d'asile. Bien, s'ils sont rien que chez eux à rien faire, qui s'occupent de leurs enfants, l'enfant, lui, l'enfant, qui est supposé d'être au cœur des décisions en matière de services de garde à l'enfance, l'enfant, comment il se sort de ce milieu, comment il se socialise, comment il apprend, comment il se développe, alors qu'avec un parent seul qui a recours à l'aide de dernier recours parce qu'il ne peut pas avoir une job parce qu'il s'occupe de son enfant à la maison, comment le parent va pouvoir accéder à ces milieux et offrir une meilleure chance à l'enfant qui arrive ici? La CAQ passe pour une belle gang de sans-cœur là, depuis quelques semaines. Est-ce que tu penses qu'ils font ça parce ils ambitionnent de faire des gains politiques réels avec une position intransigeante comme celle-là, ou c'est par réelle conviction? Parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a une injustice. Bon, je veux dire, tout le monde s'entend pour dire que de recevoir 55% des demandeurs d'asile au Québec, ça marche pas, là. Mais bon, ça, c'est entre Québec puis Ottawa. Mais est-ce qu'ils le font par réelle conviction ou il y a une forme d'électoralisme derrière tout ça quand même? Il y a certainement de l'électoralisme dont la députation n'a que faire. Parce que moi, je croise des députés de la Coalition Avenir Québec, puis ils sont plus capables, ils en ont cure de se faire traiter d'intolérants, de se faire dire que c'est un parti de racistes, anti-immigration. Non, c'est pas juste qu'ils s'en foutent, ils sont tannés. Ils en peuvent plus. Ils s'en foutent pas, donc. Mais ouais. donc, et les députés, c'est pas eux autres qui vont prendre la décision finale de ce qui va se dire dans le point de presse. Demandez à un député là, de région, toi, là, es-tu content de te faire traiter d'anti-immigration, d'islamophobe, de toutes ces affaires-là? Les députés, ils sont tannés. Sauf que le gouvernement, lui, est pris avec un déficit. On nous a annoncé cette semaine que le déficit serait plus grand qu'anticipé. Ouais, Il est pris aussi avec la triste affaire de la loi 21 qui est tellement populaire et où on a réussi à faire croire qu'en enlevant un symbole religieux d'un enseignant au primaire, on protégeait la culture québécoise et le mieux vivre ensemble. Et ça, il y a un public pour ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Il y a des gens qui ont mangé la purée pour les chats puis qui se sont fait croire que c'était pas discriminatoire parce qu'on leur a vendu une espèce de sauce du genre « Oui, mais ça vise toutes les religions, pas juste celles où il y a des signes qui sont visibles. » là. Donc, ce public-là, qui a fortement appuyé le gouvernement Legault après l'imposition de la loi 21 avec un bâillon, avec une clause de dérogation, très, très populaire comme loi, ben le gouvernement, il se dit, ces gens-là, là, ils votent plus pour nous, là, nos sondages sont pas bons. Comment on fait pour défendre nos problèmes d'accueil, d'intégration, nos problèmes financiers où tout coûte trop cher au Québec parce qu'on accueille trop de monde? Puis en même temps, faire bouger l'aiguille des sondages, puis garder ces gens-là chez nous. On le voyait, là, ces électeurs-là, ils s'éloignaient. L'aiguille beaucoup, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense là, ce qu'on a comme situation, c'est que le gouvernement se dit il faut avoir l'air de se tenir droit devant Ottawa parce que le Parti québécois, lui, monte dans les intentions de vote et la posture du Parti québécois, c'est le jour où nous serons maîtres chez nous, le jour où nous serons seuls avec les mains sur le volant, on pourra décider de nos destinées. Ce sera fini le bar open sur les réfugiés qui arrivent au Québec. Ça monte.
beaucoup dans les sondages. François Legault a reculé d'une quinzaine, presque une vingtaine de points dans la dernière année dans les sondages. Alors, il y a une panique à bord. On en a parlé la dernière fois que je suis venue visiter ici. Et dans la panique, bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait flèche de tout bois. Puis on a décidé, bien, si les réfugiés sont un problème ici, qu'on commence à leur serrer la vis puis à leur dire qu'on est moins hospitalier. Parce que les gens qui arrivent au Québec, ils arrivent par géographie, parce que l'aéroport international Montréal-Trudeau est un aéroport où c'est simple d'arriver, parce que nos frontières étaient perméables avec Roxham, ça a été réglé, mais finalement, on n'a rien réglé. Et ils arrivent aussi ici parce qu'on a un panier de services sociaux qui est parmi les plus généreux au monde. On nous dira, nous sommes parmi les plus taxés. Regardez ce qu'on obtient. Et on essaie. Demain matin, là, vous vous faites rentrer dedans par un char, vous cassez un tibia, vous rentrez à l'hôpital par la grande porte, en vitesse avec des grandes lumières, puis vous allez être soigné immédiatement. Il y a des endroits où si vous arrivez à l'hôpital puis vous n'avez pas votre carte de crédit, puis que vous n'avez pas la limite de crédit nécessaire, vous ne serez pas soigné. Les gens qui viennent vivre ici, ils veulent ça. Ils veulent des services de garde à l'enfance de qualité. Ils veulent des... Le service de garde, là, souvent, c'est le petit repas chaud le midi pour un enfant qui n'en aura peut-être pas à la maison. Ouais. Ça va être le repas préparé par un cuisinier qui va penser à l'équilibre alimentaire dans l'assiette. Puis c'est la porte d'entrée vers la scolarisation. Sinon, quoi? On envoie des enfants dans le milieu scolaire, puis ils sont même pas capables de dire bonjour, comment allez-vous, parce que les parents ne l'ont pas appris. On n'a pas beaucoup de temps, Marie-Ève. Je veux qu'on passe à deux autres sujets. Tu parlais de la purée de la loi 21. Il y a quelqu'un qui l'a mangé cette semaine. C'est Denis Coderre. Et ça donne... enfin, on s'imagine que ça défrise le poil de beaucoup de libéraux, cette prise de position-là, parce que... c'est une position fondamentale. Je dirais que l'opposition à la loi 21, ça fait partie de l'ADN libéral ces dernières années, là. Mais ce sur quoi je veux t'amener, c'est sur cet article qui est sorti dans le Journal de Montréal hier ou avant-hier. Alors, il semblerait y avoir un certain mouvement chez les libéraux pour trouver rapidement des candidats qui puissent faire de l'opposition à M. Coderre, faire une vraie course, empêcher un couronnement, autrement dit. Puis il y a plein de noms qui sont sortis dans cet article-là. Tu l'as sûrement lu comme moi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Puis c'est des noms en fait, qui qu'est-ce que je pense de tous ces noms ou qu'est-ce que je pense de toute cette opération? Les deux. En commençant avec l'opération, puis les noms, ben, on rentrera là-dedans, mais pas trop non plus, là, parce que je sais que tu l'as déjà fait, même, l'exercice ici, de commenter des noms qui sortaient comme ça. On va pas... Puis en fait, je veux pas trop qu'on passe de temps là-dessus, parce que c'est des gens à qui, quand des journalistes réussissent à parler à certains de ces noms-là, ce qu'on entend toujours, c'est « je suis très bien où je suis actuellement, puis ça m'intéresse pas de me lancer ». Bon, à partir de là, on peut plus commenter beaucoup, là, je veux dire... Bien, à partir de là, on vit le calendrier qui disait que la course à la chefferie sera en 2025. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est il y a un spin politique. Si ça s'est rendu jusqu'à moi, puis c'était dans un cocktail avec des gens que je vois rarement, qui sont venus me voir plusieurs, un après l'autre, pour me dire « Hey, as-tu entendu parler Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce, tel nom, telle autre personne, ça prendrait telle personne pour diriger le Parti libéral. » Là, il y a comme une fronde qui s'organise. Et est-ce que c'est des militants de terrain? Là, moi, je n'ai pas eu un appel d'un libéral de la région de Gaspé qui perd toujours ses élections puis qui aura vraiment hâte de me suggérer quelqu'un pour devenir chef du parti. La chefferie d'un parti politique, ça doit venir de sa base. Quand ça devient un peu organisé finalement par les élus qui sont principalement dans la grande région de Montréal, qui ont très souvent une charge à vie plus 10 ans parce qu'ils savent qu'ils vont pas perdre leur circonscription à moins d'une bourde épouvantable. Bien, ces élus-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de se trouver le meilleur boss qu'ils veulent pour continuer à faire ce qu'ils font. Et ça, dans un parti politique, c'est pas nécessairement sain. Une course, il faudrait qu'elle vienne des militants, que des gens lèvent la main. Moi, ma perception, c'est que cette course-là, elle n'est pas commencée. Même si M. Coderre a levé la main, même si M. Lehoulier a essayé de mettre son pied dans l'eau du fleuve puis s'est rendu compte que l'eau était glaciale pour lui, je pense qu'il faut autre chose. Des gens qui me disent, ben, M. Coderre, ça va bien, son affaire, il s'en va faire le chemin de Compostelle. M. Coderre a fait de grandes activités de communication. Il le fait tout par lui-même. Il s'organise tout seul, il fait ses affaires. Mais moi, ma limite que je vois à Denis Coderre, c'est celle d'un débat des chefs. Les gens ont confiance en Denis Coderre. Un électorat un peu plus âgé là, a du respect pour cette dynastie politique, cette expérience, ce flair. Mais
quand il va y arriver un grand débat, puis où est-ce qu'il va falloir que les mots sortent aussi vite que les idées, parce que Denis Coderre, il y a les idées qui passent vite, là, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a un petit limite de ce côté-là. Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui pourrait être un premier ministre ou une première ministre. Et là, il y a plein de noms qu'on pistonne. Moi, tant et aussi longtemps qu'on ne connaîtra pas les règles de cette course pourquoi à la c'est chefferie. important? Les règles, ça veut dire combien il faut que tu mettes sur la table pour pouvoir même être candidat. C'est pas tout le monde qui a ces sommes-là dans leur poche. Combien de signatures tu vas devoir récolter dans toutes les circonscriptions pour avoir une espèce d'appui pan-québécois? Pas juste dire, moi, j'ai eu plein de signatures, puis c'est juste dans une circonscription. C'est le parti qui détermine ces règles? En fait, c'est le comité de la course à la chefferie qui détermine les règles et avec les dates, et ça va être de quelle date à quelle date. Les dépenses électorales vont être calculées. Ça peut être combien, la somme qu'on doit mettre sur la table? Ça peut être 40 000, ça peut être 50 000 de tes sous à toi ou que tu as emprunté ou souvent du love money. C'est plus cher chez les libéraux? Ça dépend de chaque parti. Évidemment, plus les partis sont riches, à même leurs propres fonds, moins ils vont exiger d'un candidat à la chefferie parce qu'il va y avoir une somme allouée aussi dans certaines campagnes. Il va pouvoir y avoir du financement politique. Mais quand on demande à un candidat d'avancer des sommes, c'est aussi de démontrer que lui, il est capable de faire cette course-là à partir de ses moyens personnels et sans nécessairement endetter son parti ou arriver avec une vulnérabilité aussi à toutes les piastres qui pourraient rentrer. Puis on le sait que dans les dernières semaines, ça c'est devenu très sensible. Moi, je pense qu'il est encore trop tôt pour parler de cette course-là. Je crois que Denis Coderre a été très habile de se positionner maintenant, mais ça veut dire qu'en sortant très fort des blocs de départ, comme il l'a fait, ça a surpris tout le monde. Hein? Au début, tout le monde rigolait un peu, puis là, hop là, c'est devenu un candidat réellement, potentiellement couronnable comme chef du Parti libéral. Là, on a une panique chez la députation qui n'en veut pas. Visiblement. Puis, on va le dire. Non, mais c'est ça. Moi, je n'ai pas vu de député élu actuellement à l'Assemblée dire « Bienvenue, M. Coderre. Des gens comme vous, de votre expérience, le parti en a besoin, puis on vous souhaite la meilleure des courses et que le meilleur gagne. » Mais ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Ça ne le sera pas. Je pense que ça ne le sera pas. Puis, point de vue relations publiques, là, ça ne serait pas un mauvais message de dire plus on a de candidats, plus on va avoir une course dynamique. Bienvenue, M. Coderre. Bienvenue à tous les autres candidats. Puis qu'il y ait un choc des idées, puis qu'on rebrasse tout ça. La loi 21, si c'est si fondamental que ça pour les libéraux, parce que ce que Denis Coderre dit, c'est moi, je vais renouveler la clause de dérogation. On n'en veut pas des signes religieux dans l'espace public pour les personnes dites en autorité. Et est-ce qu'il va se mettre à dos un certain électorat, mais qui est peut-être pas le sien encore? Souvent, on se dit, à qui il parle? Est-ce qu'il perd des voix pour lui? Lui, ce qu'il se dit, là, c'est les gens en région qui ont déserté le Parti libéral. Les gens en région, ils savent que le Parti libéral est en train de devenir un parti de métropole, d'immigration et d'anglophones. C'est pas à eux autres que je veux parler. Je veux parler aux gens à Cozaspscal, à Tadoussac, à Trois-Rivières, qui, eux, trouvent qu'il n'y en côtoie pas tant que ça des gens qui portent des signes religieux parce que l'immigration se régionalise pas autant qu'on voudrait. Puis eux autres, ils aimeraient bien ça qu'on n'en voit pas. Parce qu'ils se souviennent du bon Québec d'autrefois. Mais justement, ils aimaient ça. On parle de cet électorat-là réactionnaire de façon un peu fantasmée. Je suis même pas sûr qu'il existe encore, moi. Franchement, est-ce que c'est encore une préoccupation dans les rues de Sept-Îles, dans les rues de Forestville, dans les rues de Maniwaki ou de Rouyn-Noranda, les signes religieux dans la fonction publique? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont voter là-dessus? Combien d'enseignantes qui portaient un voile enseignaient à Maniwaki? Oui, non, je comprends bien Zéro. que la CAQ a fait des gains là-dessus, que c'était de la démagogie pure, on en convient. Mais ça, c'était quand la CAQ a été élue pour la première fois. En fait, il était beaucoup question des signes religieux pendant la décennie 2020. Les débats étaient horribles. Ça, c'est le legs de Bernard Drainville, absolument, qui vit fièrement Charte des valeurs. Puis qui désole encore une grande partie du Québec progressiste puis humaniste qui a à cœur les droits et libertés des... Bon. Mais cette grande partie-là existe. C'est à elle que parlent des gens. Mais est-ce qu'elle est encore dans ce logiciel-là? C'est ça ma question. Moi qui viens des régions, ça fait 5, 6, 7 ans que j'ai pas souvenir d'avoir entendu des gens autour de moi parler de ces questions-là. Moi, je connais des gens qui parlent de ces questions-là. Je connais des gens qui, quand ils prennent l'autobus, ils trouvent que quelqu'un qui porte le voile a un tapis sur la tête. Puis ils le disent comme ça. Alors, ces gens-là existent.
Puis des gens qui nous écrivent, puis là, allez pas sur X parce que c'est le bourbier de l'éternel puanteur, là. N'allez pas là. Mais il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire qu'on ne comprend rien à la laïcité. Il y a des gens comme ça qui existent, ils vont toujours exister. Ils vont toujours mais exister. Mais est-ce qu'ils représentent une catégorie substantielle de la population, une tranche importante capable d'avoir de l'influence, ou c'est juste parce que tu le sais, les réseaux sociaux, là, il suffit d'un tata pour tartiner les réseaux sociaux de messages racistes, puis là, on a l'impression qu'on vit dans une société qui est aux portes du quatrième Reich. La réalité, c'est toujours plus compliqué que ça, évidemment. Ouais. Là. Mais est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils existent chez les libéraux? Parce que là, c'est de ça qu'on parlait. Ils existent chez les libéraux, pas avec la même hargne, mais ils existent chez les libéraux parce que c'est un électorat qui est parfois un petit peu plus vieux. C'est cet électorat-là que le Parti libéral aurait supposément perdu au profit de la CAQ. Et moi, je n'y crois pas. Mais je sais que toute la déconnexion du Parti libéral avec les régions, c'est cette incapacité à comprendre que le Québec rural est beaucoup plus conservateur en termes de valeurs et de patrimoine que ne l'est le Québec urbain. Et dans le Québec urbain, la gauche inclusive, elle va davantage aller vers des gens comme Québec solidaire. Mais on l'a vu, ils ont plafonné. Et ce que Denis Coderre ne veut pas, c'est lui, personnellement, en disant la loi 21, on n'en veut pas, c'est nauséabond. Il pourrait même juste dire laissons les tribunaux l'étudier. Ne renouvelons pas la clause de dérogation. On a la certitude que c'est une loi qui n'est pas dérogatoire, qui n'est pas anticonstitutionnelle. Laissons les tribunaux nous le démontrer. On sait très bien ce qui arrivera après. On s'en doute. Puis là, la réponse, c'est ce sont des juges nommés par Ottawa dans une loi qui ne nous ressemble pas, dans un Canada multiculturel. Et ce que Denis Coderre se dit, c'est ces gens-là vont s'en aller au Parti québécois s'ils ne veulent plus la CAQ. La menace, elle est là au Parti québécois. Bon, c'est fascinant tout ça. Marie-Ève, on se revoit dans 2 semaines. Il y a sûrement encore plein de sujets qui vont émerger dans l'actualité d'ici là puis qui vont alimenter notre discussion. On va sortir d'une relâche et d'une relâche parlementaire. On risque d'avoir des surprises parce que les journalistes, des fois, ils documentent des dossiers pendant la période jusqu'aux relâches pour nous sortir des garnottes pendant que les députés ne sont pas au Parlement. On va garder un œil là-dessus. Merci Marie-Ève. Bye-bye. À bientôt.